il existe, à la Coupe du monde de la FIFA 2026, une règle que personne ne voulait, que personne n'a demandé et que presque personne n'apprécie. Et pourtant, elle est là. Imposée, verrouillée, appliquée à chaque match, en salle comme en plein air, sous la chaleur brûlante du Texas, comme dans l'air parfaitement climatisé, à environ 20 degrés du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Un arrêt de 3 minutes. 2 fois par match. On appelle cela une pause d'hydratation. Et pendant que les supporters, partout aux États-Unis, sifflent l'arbitre dès qu'il lève le bras pour la signaler, Fox Sports compte discrètement son argent. Commençons par ce qui s'est réellement passé, parce que cette histoire n'a pas commencé par une bonne intention qui aurait mal tourné. Elle a commencé au moment où la FIFA a officialisé les États-Unis, le Canada et le Mexique comme pays hôtes de la plus grande Coupe du monde de l'histoire. 48 équipes, 104 matchs, des stades répartis de la côte du Golfe, étouffantes de chaleur, jusqu'au nord-ouest Pacifique. Dès que ces accords ont été signés, tout le monde a compris que la chaleur poserait un véritable problème dans certains sites. Dallas en juin, Miami en juillet, Guadalajara l'après-midi. De la vraie chaleur, celle qui peut tuer si l'on ne prend pas de précautions. Et sur ce point précis, dans ce cas limite réellement dangereux, la FIFA avait un argument. Quand les températures dépassent les 38 degrés, personne de sensé ne conteste l'idée de donner 30 secondes aux sportifs pour boire de l'eau. Les données scientifiques sont claires. Les précédents existent. Le sport s'est toujours adapté aux épisodes de chaleur extrême, mais ce n'est absolument pas ce que la FIFA a mis en place. Ce que la FIFA a créé, c'est tout autre chose. La pause obligatoire tombe à la 22e minute, puis à nouveau à la 67e. 3 minutes à chaque fois, dans chaque match, sans exception. Le thermomètre n'a aucune importance. Le lieu n'a aucune importance. La présence ou non d'un toit n'a aucune importance. Une équipe qui joue à Houston par une journée à 4 degrés bénéficie du même arrêt qu'une équipe qui évolue dans un stade entièrement fermé et climatisé à Atlanta, où la température est réglée par une machine et où l'idée même de chaleur extérieure relève littéralement de la fiction à l'intérieur du bâtiment. Même pause, même durée, même fenêtre publicitaire. Cette incohérence n'est pas une anomalie, c'est le principe. Et le propre président de la FIFA, Gianni Infantino, a accidentellement dit tout haut ce que l'on était censé dire tout bas lorsqu'il a tenté de la défendre. Son argument, qu'il a exposé avec une totale assurance en conférence de presse, est le suivant. Si la FIFA n'utilisait les pauses d'hydratation que dans les stades chauds et pas dans les stades frais, les entraîneurs des villes chaudes disposeraient alors, au milieu d'une mi-temps, d'une fenêtre de 3 minutes pour réorganiser leur équipe, une occasion de parler directement à leurs joueurs, de réajuster le plan tactique, de modifier les déclencheurs du pressing et les lignes défensives, tandis que les entraîneurs dans les stades climatisés n'auraient pas ce même moment. Ce serait injuste. Donc, pour que tout soit équitable, tout le monde obtient la pause. Relisez cela encore une fois, lentement. Infantino vient de dire ouvertement au monde qu'un arrêt de 3 minutes en plein match constitue une véritable opportunité tactique suffisamment importante pour que l'accorder seulement dans certains matchs crée un déséquilibre compétitif. Il a dit que c'était un outil d'entraîneur assez puissant pour que l'équité impose de le standardiser sur les 104 rencontres. Autrement dit, le président de la FIFA lui-même, en voulant défendre ces pauses comme une simple mesure d'hydratation, a confirmé tout ce que les critiques répétaient depuis avant le premier coup de sifflet. Ce sont des temps morts tactiques à l'américaine, importés directement dans le football. Infantino n'a pas réfuté cet argument. Il l'a validé. Il a seulement ajouté le mot « équitable » devant. Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, a été direct. Il a déclaré que ces pauses interrompent et changent l'identité du match de football. Cette phrase est précise et elle est juste. Le football est un sport d'élan, de pression qui monte puis se relâche, d'une équipe qui travaille pendant 40 minutes pour créer une brèche avant de l'exploiter dans une seule transition impitoyable. Une pause de 3 minutes insérée, chirurgicalement à la 22e minute, brise ce rythme. Elle donne à l'équipe acculée exactement le souffle dont elle avait besoin. Elle permet à l'entraîneur de repartir à zéro, de recalibrer. Et si vous êtes une équipe construite autour d'une pression continue, le genre d'équipe qui veut étouffer l'adversaire pendant les 45 minutes entières, cette pause n'est pas neutre. Elle joue activement contre vous. Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay,
et l'un des esprits les plus respectés du football mondial sur le plan analytique, l'a formulé autrement. Il a dit que couper le football en quart-temps n'apportait rien et enlevait beaucoup. Bielsa réfléchit depuis des décennies à ce qui fait que le football est le football, la continuité du jeu, la façon dont les espaces s'ouvrent et se referment en temps réel, la manière dont la fatigue s'accumule et devient une arme ou une fragilité. Quand on introduit une pause obligatoire, on ne se contente pas d'arrêter le chronomètre. On réinitialise l'état physique et mental de 22 personnes. On permet une restructuration tactique du niveau d'un remplacement sans utiliser de remplacement. On transforme les mi-temps en quart-temps. Et si l'on commence à avoir des quart-temps avec pause et temps mort, alors on ne regarde plus du football. On regarde un autre sport habillé avec les vêtements du football. Même les entraîneurs qui ont tenté de rester diplomates n'ont pas vraiment réussi à défendre la ligne officielle. L'Espagnol Luis de la Fuente, sélectionneur des champions du monde en titre et entraîneur expérimenté, a seulement pu dire quelque chose comme « oui, par forte chaleur, ça se comprend ». Puis, dans la phrase suivante, il a admis qu'il ne savait pas pourquoi ces pauses étaient appliquées dans des stades climatisés. Les défenseurs de cette règle ne peuvent pas vraiment la défendre. Ils ne peuvent que hausser les épaules. Alors, où intervient l'argent ? Fox Sports détient les droits de diffusion en anglais de la Coupe du Monde aux États-Unis. La chaîne a payé environ 2,5 milliards de dollars pour ses droits sur plusieurs cycles de tournois. Un pari colossal sur l'appétit croissant du public américain pour le football. Et lorsque la FIFA a annoncé les pauses d'hydratation obligatoires, quelque chose de très intéressant s'est produit pour Fox. Chaque pause de 3 minutes devient une vraie coupure publicitaire. Plein écran, pas une image dans l'image. Le match ne continue pas derrière un bandeau. Il s'arrête. Complètement. Et Fox remplit ce temps mort avec des publicités. Chaque spot de 30 secondes pendant cette Coupe du Monde sur Fox coûte entre 200 000 et 300 000 dollars pour les matchs de phase de groupe. Ce prix grimpe à environ 750 000 dollars pour les matchs de l'équipe nationale des États-Unis et pour les rencontres à élimination directe. Avec de la place pour environ 4 publicités par pause et 2 pauses par match, cela représente 8 emplacements publicitaires premium par rencontre. Sur 104 matchs, cela fait 832 emplacements publicitaires potentiels en plein match qui n'existaient tout simplement pas avant que la FIFA ne crée cette règle. Le calcul, comme l'a rapporté BBC Sport après avoir interrogé des experts du secteur publicitaire, est implacable. Les seules publicités diffusées pendant les pauses d'hydratation devraient rapporter plus de 250 millions de dollars à Fox Sports aux États-Unis. Et c'est une estimation prudente. L'analyse du Hollywood Reporter a situé la fourchette plausible entre 5 cents et 6 cents millions de dollars lorsque les tarifs des matchs premium sont pleinement pris en compte. Le Sports Business Journal a indiqué que Fox devrait encaisser au minimum $250 million, avec une fourchette haute largement supérieure à $1,5 milliard. Pour donner un ordre de grandeur, Fox aurait payé environ 300 millions de dollars par cycle de Coupe du Monde pour sa part des droits américains. La publicité liée aux seules pauses d'hydratation uniquement grâce à cette règle pourrait couvrir l'intégralité de ce coût, en un seul tournoi, par une seule innovation que la FIFA a inventée et présentée comme une mesure de santé. C'est ce chiffre qui plane au-dessus de chacune des déclarations d'Infantino en conférence de presse. Car voici ce qu'il a réellement dit. Il s'est présenté devant les journalistes et a déclaré, je cite directement, « Il n'y a pas de revenus supplémentaires pour la FIFA, puisque tous les accords commerciaux ont été signés bien à l'avance. Donc, pour nous, ce n'est pas une question financière. Pour nous, c'est une question purement sportive. » Démontons cela point par point. La première affirmation, selon laquelle la FIFA ne gagne pas d'argent supplémentaire, est techniquement étroite d'une manière conçue pour induire en erreur. C'est la FIFA qui a négocié et vendu ses droits de diffusion. Quand Fox a signé son contrat, la chaîne a payé pour un produit. Ce produit contient désormais entre $250 million et $600 millions d'inventaire publicitaire supplémentaire qui n'existait pas au moment de la signature. Fox capte cette valeur dans ce cycle. Mais la prochaine fois que la FIFA négociera ses droits de diffusion pour la Coupe du Monde 2030 en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Amérique du Sud, elle vendra un produit dont le marché sait désormais qu'il contient cet inventaire publicitaire. Cet inventaire a été évalué, il a été éprouvé, et les diffuseurs paieront davantage pour un produit qui l'intègre. Infantino sait parfaitement comment fonctionne la valorisation des droits sportifs.
L'affirmation selon laquelle la FIFA n'en tire aucun bénéfice repose sur un détail technique qui disparaît dès que commence le cycle de droit suivant. Lorsqu'un journaliste a insisté auprès d'Infantino pour savoir si les diffuseurs, eux, encaissaient davantage, sa réponse a été remarquable. Il a haussé les épaules, réellement, et a dit « Les diffuseurs, peut-être qu'ils génèrent plus. Je ne sais pas. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. » Il a créé la règle. Il a créé les pauses. Il a créé les emplacements publicitaires. Et lorsqu'on l'a confronté aux bénéficiaires directs de sa décision, en train de générer des centaines de millions de dollars de recettes imprévues, il a dit « Tant mieux pour eux » et il est passé à autre chose. Il existait une version de cette mesure qui aurait été parfaitement acceptable. Cette version existait déjà. Le football disposait déjà d'un protocole chaleur. Si la température dans un stade dépassait un certain seuil, disons 32 degrés Celsius, soit environ 90 degrés Fahrenheit, l'arbitre avait la possibilité de demander une courte pause boisson lors d'un arrêt naturel du jeu. 30 secondes. Des bouteilles d'eau distribuées. Le match reprenait. C'était discret. C'était proportionné. C'était une réponse aux conditions réelles, pas à un calendrier fixe. Les joueurs et les entraîneurs le comprenaient. Les supporters l'acceptaient. Personne ne sifflait. La FIFA a pris cet outil raisonnable déjà existant et l'a remplacé par quelque chose de complètement différent. Un arrêt obligatoire, programmé, de la durée d'une coupure publicitaire, dans chaque match, quelles que soient les conditions, imposé à l'événement sportif le plus regardé de la planète, générant une nouvelle source de revenus pour ses partenaires diffuseurs, et défendu au nom d'un argument présenté comme purement sportif. La réaction a été assez forte pour traverser même l'appareil de communication de la FIFA, d'ordinaire presque impénétrable. Des joueurs, tout au long du tournoi, se sont plaints. Des membres de staff technique se sont exprimés publiquement. Les supporters ont sifflé. De vrais sifflets, longs et soutenus, dans les stades, dirigés contre l'arbitre, qui ne faisait qu'appliquer une règle qu'il n'avait pas créée. Ce n'est pas le grondement discret d'Internet. C'est un rejet en personne, en temps réel, venu des gens qui paient pour assister à l'événement. La réponse de la FIFA a été de promettre une analyse. Réfléchissons à ce que cela signifie en pratique, car le cadrage de cette annonce compte. Infantino n'a pas dit que la FIFA reconsidérait ses pauses. Il n'a pas dit que la FIFA déterminerait s'il fallait les supprimer. Il a dit que la FIFA étudierait l'expérience et envisagerait de conserver les pauses d'hydratation pour les prochaines Coupes du Monde. Ce vocabulaire n'est pas celui d'un véritable réexamen. C'est celui d'une conclusion déjà arrêtée, déguisée en processus ouvert. Puis Infantino a ajouté quelque chose qui relève soit d'un cynisme brillant, soit d'une inconscience vertigineuse, selon le degré d'indulgence que l'on veut bien lui accorder. Il a suggéré que les pauses amélioraient peu être la qualité du football. Il a pointé le caractère prolifique de ce tournoi, avec davantage de buts par match que la moyenne, et a avancé l'idée que ces temps de repos contribuaient peu être à cette intensité. Peu être que les entraîneurs peuvent réévaluer, a-t-il dit. Les joueurs se reposent un peu et reviennent à pleine vitesse. Est-ce mauvais? Peut être que c'est une bonne chose. C'est une évolution remarquable de l'argument en l'espace d'une seule semaine. Le premier jour du tournoi, les pauses relevaient strictement de la chaleur et de la sécurité des joueurs. Lorsqu'on a soulevé le problème des stades couverts, la justification s'est déplacée vers l'équité compétitive. Tout le monde mérite la même fenêtre de coaching. Puis, sous une pression supplémentaire, le récit a encore pivoté. En réalité, les pauses produisent peu, être un meilleur football. Les chiffres des buts semblent bons. Donc, être que l'idée était géniale depuis le début. L'argument des buts est particulièrement glissant, parce qu'il présente une corrélation comme une causalité. La Coupe du Monde 2026 adopte pour la première fois un format à 48 équipes, ce qui signifie qu'une plus grande proportion de matchs oppose des nations avec des écarts de niveau importants. Davantage de déséquilibres produisent statistiquement davantage de buts. Les sites comprennent certains des environnements les plus favorables à l'attaque en Amérique du Nord, avec des pelouses qui encouragent les transitions rapides. Les consignes arbitrales de ce tournoi sont plus strictes sur les fautes défensives, ce qui augmente les occasions de marquer. Attribuer le nombre de buts à une pause publicitaire obligatoire, c'est comme créditer le spectacle de la mi-temps pour le score final. Mais la FIFA n'a pas besoin d'un argument rigoureux. Elle a besoin d'un argument plausible.
Et fabriquer du plausible, Infantino sait très bien le faire. Voici ce que conclura l'analyse. Inutile d'attendre le rapport. Elle constatera que les pauses d'hydratation ont été globalement positives pour le bien-être des joueurs. Elle citera les données de chaleur dans les sites les plus chauds comme preuve de leur nécessité. Elle soulignera que la règle de cohérence, l'application des pauses partout, était essentielle pour l'équité. Elle mentionnera le caractère spectaculaire, intense et riche en buts du tournoi comme preuve que les pauses n'ont pas nui au produit. Elle recommandera de conserver les pauses d'hydratation pour la Coupe du Monde 2030, être avec quelques ajustements cosmétiques destinés à désamorcer les critiques. Et elle sera entièrement menée par des personnes de la FIFA, examinée par des procédures contrôlées par la FIFA, puis publiée par la FIFA avec exactement les conclusions qu'Infantino a déjà annoncées en creux lors de sa conférence de presse. Le suspect mène l'enquête. Le juge est l'employeur du suspect. Le verdict a déjà été présenté à la presse. Ce comportement n'est pas nouveau pour la FIFA. C'est l'organisation qui a été secouée par l'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire du sport, lorsque le département de la justice des États-Unis a inculpé, en 2015, des dizaines de responsables de la FIFA pour association de malfaiteurs, fraude électronique et blanchiment d'argent. L'enquête a mis au jour plus de 150 millions de dollars de pots de vin versés en échange de droits d'organisation de Coupe du Monde et de contrats de diffusion sur plusieurs décennies. De hauts dirigeants recevaient des paiements en espèces acheminés par des sociétés écrans aux îles Caïmans. Des droits marketing étaient vendus en échange de commissions personnelles. Tout l'appareil de l'instance dirigeante du football mondial avait fonctionné pendant des années comme un mécanisme d'enrichissement privé habillé dans le langage du sport planétaire. Infantino lui-même ne faisait pas partie des personnes inculpées. Il est arrivé au pouvoir en 2016, élu sur une promesse de réforme après que le scandale eut décapité l'ancienne direction. Il s'est présenté comme l'option propre, le technocrate qui allait reconstruire la confiance. Et pendant un temps, ce récit a tenu. Mais le schéma de comportement n'a pas disparu. Il est seulement devenu plus sophistiqué. Le modèle de corruption, qui exigeait que de l'argent liquide change réellement de main dans des chambres d'hôtel, était désordonné et laissait des traces. Le modèle actuel est plus propre. Vous créez une règle. Cette règle génère des revenus pour vos partenaires. Vos partenaires vous en sont reconnaissants. Leur reconnaissance réapparaît lorsque les droits sont renégociés. Et vous vous tenez au pupitre en disant qu'il s'agit d'une question purement sportive, qu'il n'y a pas de revenus supplémentaires pour la FIFA, que tant mieux pour eux, et techniquement aucune de ces déclarations n'est fausse de la manière dont une fraude électronique est fausse, et personne ne finit dans une prison suisse. La Coupe du Monde 2026 a battu des records d'affluence. Elle a offert des moments extraordinaires sur le terrain. Elle a fait découvrir le football à une génération de supporters américains qui ont vu leur sélection nationale jouer devant des stades à guichets fermés. Le football lui-même, ce qui se passe entre les pauses, a parfois été réellement captivant. Mais l'histoire des pauses d'hydratation n'est pas une note de bas de page, c'est un cas d'école. C'est la démonstration la plus nette possible de la manière dont la FIFA fonctionne lorsqu'il y a de l'argent sur la table et qu'une justification sportive plausible peut servir de couverture. Cette règle n'a jamais concerné principalement la chaleur. La chaleur était le prétexte. Le produit vendu, c'était l'inventaire publicitaire. Et les 250 à 600 millions de dollars qui vont à Fox Sports pendant ces fenêtres de 3 minutes que le monde du football ne voulait pas et n'avait pas demandé en sont la preuve. Infantino a dit qu'il n'en tirait rien. Il a dit « tant mieux pour eux » lorsque ses partenaires ont encaissé. Il a dit que cela rendait peu, être même le football meilleur. Il existe un mot pour désigner une organisation qui crée les conditions de profit énormes, affirme ne pas en bénéficier et programme une auto-enquête destinée à valider ses propres décisions. Et ce mot n'est pas sportif. La pause d'hydratation sera présente à la Coupe du Monde 2030. L'analyse le dira. La seule question qui reste est de savoir si quelqu'un, dans le monde du football, les joueurs, les entraîneurs, les fédérations, les supporters, exercera d'ici là une pression suffisamment forte pour imposer un autre résultat. Au regard de la dernière décennie de l'histoire de la FIFA, de ce qui s'est passé après 2015, de ce que les inculpations ont révélé et de ce qui a été reconstruit ensuite, l'argent intelligent répond non. L'argent intelligent répond toujours non quand la FIFA tient la banque.